Et nous accueillons sur ce plateau Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Bonjour Christian. Bonjour. Collaborateur régulier de cette émission. Vous êtes là parce que vous lancez cette semaine un essai intitulé Liberté, égalité, solidarité. C'est un plaidoyer envers la solidarité comme vecteur de la démocratie. Vous dédiez ce livre à vos parents, Bernard et Geneviève. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui m'ont justement appris ces principes, chacun à leur manière. Et puis c'est aussi des gens qui ont beaucoup compté dans ce que je pourrais appeler une éducation au souci d'autrui. Oui, c'est joli quand même. C'est une très belle valeur que vous défendez avec beaucoup de foi. Merci Christian. Merci. Bienvenue à tous. On en parle. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal depuis 2002. Christian, vous êtes collaborateur régulier de cette émission depuis presque la création, en 2011 d'ailleurs. Vous êtes né le 2 octobre 1969 à Lac-Etchemin, dans la région de Chaudière-Appalaches. Et vous avez passé, racontez-vous dans les remerciements de votre nouvel ouvrage, une partie de votre enfance dans le village de Saint-Simon, près de Saint-Hyacinthe, où vous avez été impliqué dans la création d'une bibliothèque municipale. Vous avez passé beaucoup de temps dans votre enfance. Oui, vous aviez les clés, chanceux. Oui, c'est ça. Bon, je ne savais pas qu'on allait parler de ça. Mais je me souviens très jeune d'avoir fait du porte-à-porte avec ma mère dans ce petit village. Parce que mes parents n'avaient pas d'argent, ou en tout cas n'en avaient pas suffisamment pour ma boulimie de livres. Et ma mère lisait aussi beaucoup. Et puis, donc, l'idée, c'était de fonder une bibliothèque. Ça a été une des premières, d'ailleurs, de ce réseau de bibliothèques municipales. Et comme, effectivement, j'avais les clés, je me souviens d'avoir passé, j'ai presque honte de dire ça, mais j'avais passé des après-midi au complet à lire le Robert des noms propres. Donc, oui, voilà. Oui. Comment vous êtes venu l'envie de faire des études de philosophie, Christian? Alors ça, c'est assez particulier. En fait, ça m'est jamais venu à l'idée. C'est tout simplement que j'ai une très bonne amie. Moi, en fait, j'ai abandonné. J'ai même pas fini mon cégep à une certaine époque. Je travaillais comme libraire. Puis j'ai une amie qui m'a dit, qui était collègue, et qui m'a dit c'est impossible que tu ne finisses pas ton cégep, que tu n'entres pas à l'université. Donc elle m'a forcé à finir mon cégep. Puis ensuite, elle m'a inscrit à 2 universités dans plusieurs disciplines. Ensuite, elle m'a apporté les formulaires. Elle m'a dit voilà, tu es maintenant, accepté là. Et puis moi, j'ai choisi l'UQAM parce que c'était à côté du travail. Je travaillais à l'époque à la librairie Champigny. Et j'ai choisi philosophie parce que j'avais vu que la critique de la raison pure, ça m'apparaissait un gros bouquin qu'il fallait lire. Donc, c'est comme ça que je suis simplement. Vous êtes tellement investi aujourd'hui en tant que professeur de philosophie, comme penseur. Ça m'a pris du temps. Je dirais que ça a été pratiquement la fin du doctorat avant que la philosophie pour elle-même m'intéresse. Pendant longtemps, la philosophie, pour moi, c'était une porte d'entrée pour plusieurs disciplines. Manière de penser, évidemment. Voilà. Alors, vous lancez cette semaine un essai intitulé Liberté, égalité, solidarité, un essai que vous amorcez ainsi « Je suis de gauche ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous? D'une part, être de gauche, ça signifie qu'on endosse un certain nombre de positions, mais ce qui ne veut pas dire pourtant qu'on peut être le porte-parole de la gauche en tant que telle. C'est tout simplement que je réclame, disons, une appartenance à une tradition politique et intellectuelle. Ensuite, c'est une appartenance à un certain nombre de principes que j'essaie d'illustrer dans ce livre, à commencer par la manière dont moi je centre, disons, l'ensemble des valeurs sur l'idée de solidarité. Parce que très souvent, ce que j'ai pu voir, c'est qu'au sein de la gauche, il y a énormément de gens qui pensent encore en termes de lutte collective, mais où les protections de tous se feraient jusqu'au détriment des individus en tant que tels, comme si la notion d'individu rappelait l'individualisme et dès lors était associée à la droite. Alors pour moi, ça n'a absolument aucun sens parce que, en fait, si nous voulons vraiment protéger les individus, il faut des protections communes. Mais les protections sont là pour les individus, elles ne sont pas là pour brimer les individus. Oui, des protections qui passeraient par des institutions maintenues en santé. Qu'est-ce que c'est des institutions? Alors des institutions, d'une part, il y a les institutions de l'État, comme celles que nous connaissons, c'est-à-dire celles propres à la démocratie représentative, celles aussi aux commissions publiques, par exemple des commissions publiques d'enquête, mais aussi des institutions comme, je ne voudrais pas être tombé dans la flagornerie, mais comme cette émission. C'est-à-dire le fait qu'il y ait... Nous sommes une institution. Dans ma définition, oui? Le fait qu'il y ait une émission qui passe tous les jours, qui soit consacrée aux livres et qui ait à cœur la promotion des livres et qui soit écoutée 2 fois par jour, oui, c'est une institution. Mais ça vient aussi avec des responsabilités. Donc, pour moi, c'est lorsqu'on investit les institutions, que les individus investissent les institutions et qu'ils ne sont pas simplement investis par elles, qu'il y a une possibilité de transformation sociale. Ouais, et dans votre définition des institutions, il y a une place pour qu'elles évoluent aussi. On reproche parfois à nos institutions d'être passéistes, coincées dans
le passé, mais il faut qu'elle puisse bouger, elle aussi, évoluer avec... Ça, pour moi, c'est corrélatif, si vous voulez, avec la notion justement de lutte sociale. C'est-à-dire que de la même façon que les luttes sociales ou les mouvements sociaux, les luttes politiques ne doivent pas être pensées pour elles-mêmes, comme ayant leur propre fin, c'est de la même manière, les institutions ne doivent pas avoir pour elles-mêmes leur propre fin. Et tant et si bien que ce qui est très important, c'est qu'on ne croit pas que, par exemple, les institutions, une fois qu'elles sont suffisamment stables pour perdurer, devraient être protégées à tout prix si, par exemple, elles vont à l'encontre de ce pourquoi elles ont été instituées. Ouais, en pleine commission Charbonneau, d'ailleurs. Parlons-en, on a l'impression que nos institutions sont corrompues à l'heure actuelle. Vous citez d'ailleurs Machiavel, que vous considérez comme étant mal compris d'ailleurs, qui écrivait « Quand il y a corruption, c'est lorsque la société est à un stade de décomposition avancé ». C'est pas très encourageant, Christian, ça. Ben, c'est parce que, bon, ça c'est une vieille tradition intellectuelle qui remonte au moins à Aristote, l'idée de génération et de corruption. Oui. Mais l'idée, en gros, c'est de dire que si les individus ne sont pas derrière les institutions, si les individus ne s'approprient pas les institutions, alors graduellement, il y a des individus, des particuliers, qui eux vont s'approprier de ces institutions et les détourner de leurs fonctions. C'est l'idée du ver dans le fruit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir quelque chose comme la corruption s'il n'y a pas des institutions. Très souvent, on va limiter la corruption aux individus, aux corrompus, alors qu'en fait, le vrai problème, c'est la corruption de l'institution. Et tout ça est interrelié aussi avec l'idée de solidarité. Pour moi, j'ai l'impression que dans le développement de l'espèce humaine et de la pensée humaine, la notion de solidarité, on ne l'a pas encore atteinte parce que il y a quelque chose là-dedans de la gratification à très long terme. C'est-à-dire être solitaire va être payant dans longtemps, alors qu'être individualiste est payant immédiatement. C'est la même chose dans le fait de prendre position pour nos institutions. À moyen terme et à court terme, c'est pas payant, avec tout le sens que peut porter ce mot-là. Mais à très long terme et à long terme, ce sont des choses qui deviennent très fondamentales dans notre société, mais on n'en voit pas les effets immédiatement. Donc, on a tendance à se retirer de ce genre de C'est ce qui va faire en sorte qu'il y a toute une charge contre ce qu'on appelle le leadership dans le livre. Parce que cette notion de leadership, très souvent, elle est extrêmement encouragée par la droite, mais je la vois de plus en plus aussi à gauche, où on dit on a besoin de porte-parole, on a besoin de personnalité, etc. Pour moi, ça, c'est la mort du politique. Pourquoi est-ce que c'est la mort du politique? Parce que précisément, c'est dans le penser à court terme. Il faut accepter que les individus, disons que ces personnalités soient au service d'une cause, mais d'une cause qui est au service de tous, et non de tous et de toutes, et non au service des particuliers. Et très souvent, on s'aperçoit qu'en fait, lorsqu'il y a, disons, des leaders, graduellement, on finit par investir tellement ces personnalités qu'il suffit que ces personnalités, disons, disparaissent ou aient d'autres préoccupations, que la cause tombe elle-même. Passe au privé, comme on l'a vu assez fréquemment depuis quelques années. Hein. Vous écrivez d'ailleurs la phrase suivante, « C'est le peuple qui constitue la nation et non la nation qui détermine le peuple ». Je trouve que c'est un énoncé très intéressant à la lumière de ce qui se passe en ce moment. Que pensez-vous du fameux projet de charte? On a l'impression que c'est justement un État qui veut imposer à la nation, alors que vous stipulez que ça devrait partir du contraire, partir de la base. Oui, en fait, moi, moi, je suis opposé à la charte dans son état actuel. Je suis tout à fait en faveur d'une certaine forme de laïcité. Ce qui me choque, je n'en parle pas dans le livre parce que je n'ai pas pu en parler à l'époque. Vous en parlez rapidement quand même, parce que le projet existait. Le projet existait. Vous le liez d'ailleurs au projet des cours d'histoire obligatoires. Voilà, c'est ça. Pour moi, il y avait quelque chose dans l'air, mais je ne tenais pas à entrer dans ce débat parce que d'une part, je pense que ce débat est complètement instrumentalisé. Je pense que c'est quelque chose que le Parti québécois joue un jeu extrêmement dangereux, mais ça, nous pourrons en parler à d'autres moments. Mais aussi, c'est que on suppose qu'il s'agit véritablement de quelque chose comme d'un projet commun. On veut associer ça, par exemple, à des valeurs québécoises, donc à une entité collective. Et là encore, je trouve, mais pour d'autres raisons, qu'on confond le groupe et les partis qu'il compose. Alors que pour moi, le groupe, c'est d'abord et avant tout des interactions. Ce n'est pas une entité homogène qui flotterait au-dessus de nos têtes et qui nous caractériserait, qui nous déterminerait. Non, en fait, le groupe, c'est nous qui le déterminons, comme par exemple pour les institutions. Et ça fait de vous un défenseur d'un certain pluralisme. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là? Tout à fait. Ça, je me situe vraiment dans cette lignée. C'est pour ça que, par exemple, très souvent, le mot libéral en français est mal compris. Le libéralisme, d'abord et avant tout, ce que ça signifie, c'est la défense des libertés individuelles.
individuelle. Ce que j'ajoute au programme libéral, d'où ma référence à la solidarité et à l'idée d'être de gauche, c'est que pour moi, il ne peut pas simplement y avoir des libertés de droit ou des libertés civiques. Celles-ci s'accompagnent de droits sociaux, d'où la référence à un projet égalitariste. Oui. Il n'y a pas d'égalitarisme, si vous voulez, en termes démocratiques, s'il n'y a pas d'égalitarisme sous la forme d'un certain type de justice sociale. Quel est le pouvoir du citoyen? Vous semblez lui en accorder beaucoup. Quel pouvoir on a à l'heure actuelle? En fait, réel? Nos pouvoirs dépendent beaucoup de ce que nous voulons. C'est-à-dire que même si il y a bien sûr, nous ne pouvons pas tout faire. Je ne suis pas idéaliste au point de croire que du jour au lendemain, nous pouvons changer les choses. Vous êtes un romantique, moi, je dirais. Je vous corrigerai là-dessus lorsque je publierai un roman, justement, qui ira dans le sens de celui que nous venons d'interroger. Oui, M. Chalandon, oui. Alors, en fait, ce que je crois, c'est que dans une société comme la nôtre, nous avons véritablement des pouvoirs si nous prenons au sérieux ce que j'appelle la responsabilité collective. Et la responsabilité collective, encore une fois, je ne la vois pas comme une espèce de tout homogène, je le vois comme la responsabilité des individus qui sont en interaction, d'où cette chaîne de solidarité, et qui vont faire en sorte d'investir les différents lieux où ils peuvent avoir un pouvoir et s'ils le peuvent, changer ces lieux. Je pense par exemple à l'exercice que nous pouvons faire auprès de commissions d'enquête ou de bureaux d'audience publique. Clairement. Et ça, c'est un des effets de la fameuse contre-culture des années 60 où on a, si on veut, inculquer l'idée que fumer un joint, écouter du Bob Dylan faisait de nous des êtres politiques absolument. Et on a perdu cette idée-là de justement aller voir son maire d'arrondissement, d'aller assister aux séances du conseil et de reprendre possession de ces institutions. Ça, et puis aussi l'information. C'est-à-dire que bon nombre de citoyens, maintenant, de citoyennes, pensent que la politique consiste essentiellement à un spectacle. Donc, on va décrire le spectacle, on va parler du spectacle, et on va se croire informé en fonction uniquement de ce spectacle. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et que la démocratie s'arrête après le jour des élections. C'est ce que vous décrivez bien. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que la démocratie, ça se passe en campagne électorale, lors des élections, puis qu'après, les gens qu'on a élus gouvernent par eux-mêmes. Hein. Ce livre est vraiment un plaidoyer pour toute une série de principes. Et c'est pas un livre qui est strictement théorique. C'est un livre qui est vraiment ponctué d'exemples. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et qui est vraiment inséré dans la réalité de la société qui est la nôtre. Mais c'est un livre aussi qui essaie de militer contre une certaine vision des choses, dont l'idée de délégation. C'est-à-dire, je crois à la nécessité de la représentation politique. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent par exemple, il faudrait boycotter le vote ou ce genre de choses. Simplement, pour moi, ça n'a pas de sens que de penser que c'est l'alpha et l'oméga de la politique. La représentation politique est une des institutions nécessaires à une démocratie saine. Mais en revanche, si nous la voyons comme suffisante et autonome, alors il est tout à fait normal qu'en fait, nous ayons affaire à des individus qui ne se sentent absolument aucune obligation à l'égard de la population. Votre livre, et c'est important pour vous, Christian, se termine par tout un chapitre sur l'importance de l'éducation, débat qui a été totalement évacué après le printemps de 2011, d'ailleurs. Il y a une commission qui vient de s'amorcer ces jours-ci, qui tente donc de faire la lumière sur la teneur des événements, mais on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on voulait comme système d'éducation. C'était quand même en partie la démarche des étudiants de l'époque. Qu'est-ce que vous souhaitez écoutez, faire changer? Moi, ce qui m'a inspiré beaucoup donc, du printemps étudiant, c'est que ce n'était pas... Il y avait une réflexion sur l'université, il y avait une réflexion sur la question de la hausse des frais de scolarité, mais il y avait aussi toute une idée de ce que l'éducation peut signifier dans une société comme la nôtre. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce mouvement a été si porteur, c'est qu'il a su mettre en lumière quelque chose qui m'apparaît une carence très grave, c'est que nous accordons de moins en moins de place aux politiques dans l'éducation, ou alors nous ne le voyons que dans ces éléments les plus, me semble-t-il, secondaires. Et surtout, c'est que nous n'arrivons pas à voir que la question de l'éducation politique se vérifie à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, elle se vérifie par exemple dans le rôle des médias, elle se vérifie au niveau de la formation des individus à être des citoyens responsables, elle se vérifie dans la qualité de la délibération. Nous parlions de la charte tout à l'heure. Oui, il y a eu quelques débats intéressants, mais de manière générale, on en voit la preuve dans l'arène représentative, le débat est plutôt faible. Lorsqu'on en est un débat qui mise sur les artifices du spectacle. Tout à fait. Et qui mise à ce point sur les artifices de spectacle que maintenant les marionnettistes se montrent. C'est-à-dire qu'ils n'osent même plus dire que... Ils ne se cachent même plus de dire que tout cela était de l'ordre de la manipulation politique. Moi, j'ai lu votre essai, puis l'idée que vous brandissez pour l'éducation, c'est d'instaurer des cours de droit, d'économie, à tous les niveaux. Je comprends comment ça pourrait
s'articuler? Écoutez, moi, quand il y a eu la création du cours ECR, la éthique et culture religieuse, moi, j'ai été très déçu parce que pour moi, si un des buts du cours, mais bon, on peut avoir des divisions là-dessus, mais si un des buts du cours est justement l'éducation au pluralisme, eh bien, il me semble que l'angle d'approche était mal choisi. Le pluralisme des valeurs ne se vérifie pas uniquement en termes de référents religieux ou de croyances religieuses. Il y a des croyances, par exemple, que nous pourrions appeler de type idéologique. Alors, il faut absolument que les étudiants, les étudiantes, du primaire jusqu'à la fin du secondaire, puissent avoir une formation qui fait en sorte que, par exemple, lorsqu'on leur présente des enjeux de type économique, comme on ne cesse de nous le présenter, ils soient en mesure de pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Lorsqu'on nous présente des arguments sur le plan politique, alors ils soient en mesure de pouvoir participer au débat public et de ne pas être simplement des vessiers et des lanternes que l'on remplit comme bon nous semble. Apprendre à réfléchir, tout à évidemment. fait. Apprendre à réfléchir en commun. Ce que je veux, en fait, c'est pas simplement qu'on donne un programme politique à des individus puis qu'ensuite ils le reproduisent. Je veux qu'ils puissent participer véritablement au débat politique. En le questionnant. Ce qu'on pourrait fait. faire en lisant votre ouvrage. D'ailleurs, vous êtes ouvert à ça aussi. Liberté, égalité, solidarité, refonder la démocratie et la justice sociale. Votre nouvel essai, Christian Nadeau, est disponible chez Boréal. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous.